Maintenant, c'est mon plaisir de donner la parole au professeur Margaretha Baddeley de l'Université de Genève qui nous a rejoints. Et je vais mettre sa présentation en ligne tout de suite. Voilà. Donc, Margaretha Baddeley qui a d'importantes responsabilités puisqu'elle est vice-rectrice aussi de l'Université de Genève et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. C'est une professeure de droit, spécialiste aussi de ces questions de sport et de droit. Merci. C'est nous qui sommes en retard. Ok. Merci beaucoup de cette introduction. J'arrive vraiment tout juste parce qu'avec l'autoroute, ça n'est jamais très facile entre Lausanne et Genève. Alors, le professeur Chaplet, qui a eu l'obligeance de m'inviter, m'a fixé comme sujet, comme vous le voyez, le système olympique et le tribunal arbitral du sport. Effectivement, ce sont des questions intéressantes à relier. Comme vous le savez tous, en 1922, l'IOC est venu s'installer à Lausanne et on peut se poser la question pourquoi. Est-ce que quelqu'un a une idée? Avez-vous une idée pourquoi l'IOC? Oui? Pardon? La neutralité, oui, on était pendant des périodes troubles et post-troubles. Bon, je vais vous aider. Il fait beau ici, vous avez remarqué, il y a un lac, il y a les montagnes, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Donc l'endroit en tant que tel, la neutralité, je ne l'ai pas sur ma liste, mais vous avez raison. Les conditions générales qu'on a offertes au Comité international olympique, c'est-à-dire un accueil très chaleureux, quelques privilèges au niveau fiscal, au niveau des permis de travail, généralement c'était déjà très agréable. Mais à mon sens, ce qui a vraiment aussi fait une grande différence, c'est la forme sociale qu'a prise le CIO, qui était peut-être la même en France avant, mais l'association de droit suisse est un animal très particulier, même en comparaison avec les associations à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Elle est régie par les articles 60 et suivants du Code civil, ça vous est complètement égal, vous avez raison. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une extrêmement large liberté dans la détermination du but social, de la structure et de la gestion. Dans l'opérationnel, il y a très peu de contraintes de contrôle. Pour commencer, ce qui étonne toujours tout le monde, c'est que vous pouvez constituer une association autour d'une table de bistrot en scribouillant sur votre sur votre petit set de table blanc ou même taché, peu importe. Vous avez besoin uniquement de dire que vous voulez vous constituer en association, donc corporativement, ne plus être une somme de personnes, mais une entité juridique. Et vous avez normalement, vous avez juste encore à mettre les ressources que vous allez utiliser en général, ce sont les cotisations et les dons. Et par ailleurs, quel est le but de votre association, bien entendu, ce que vous voulez faire, regarder les papillons ou faire du sport ensemble. Vous avez donc une très large autonomie, ça se voit peut-être pas très bien en rouge, une très large autonomie, ce qui est vraiment important pour le système olympique et pour le système du sport mondial en soi. Le système olympique a donc fait utilisation de cette liberté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est constitué une structure à sa mesure, selon ses volontés. Vous avez donc le Comité olympique international, grand comme il est, important comme il est, ça n'est qu'une association de droit suisse avec quelques privilèges, comme je l'ai dit.
c'est-à-dire une entité qui regroupe 115 membres dans son comité. Ce sont toutes des personnes physiques. Et du point de vue de la structure, le comité chapeaute les comités olympiques nationaux et les comités d'organisation des Jeux olympiques. Il reconnaît, mais ne font pas partie du CIO, les fédérations internationales, la WADA et le CAS. Si vous regardez le site du CIO, vous verrez que le CIO considère que la famille olympique inclut tous les sportifs et toutes les sportives et tous les sportifs et toutes les organisations sportives affiliées directement ou indirectement. C'est donc très large, mais en fait, la structure de base, elle est relativement réduite. Alors là, si vous voulez regarder sur les sites du CIO ou de Wikipédia, vous trouvez plus de détails. J'ai dû faire cette petite introduction pour vous montrer l'importance de la forme sociale. Il n'y a pas de contrôle, on ne doit pas s'enregistrer quelque part, il n'y a pas en principe de contrôle annuel, sauf que depuis 2005, on a un peu plus de contrôle de contrôle de gestion financière, pour les très grandes associations, qu'il s'agisse d'associations sportives ou d'autres types. Alors, de 1924 à 1970, j'ai l'impression, si on lit les divers matériaux, on voit que c'était une période très agréable, tranquille, l'autonomie était très bien vécue, il n'y avait pas de problème, chacun faisait du sport et ça s'arrêtait à peu près là. Dès les années 1970, il y a eu les premières tensions entre les athlètes et les organisations sportives et au sein des associations envers d'autres associations. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à sentir des tensions à partir, disons que cet habit, ou en tout cas cette entente initiale, si ce n'est pas l'habit juridique, qui fait qu'on ne s'entendait plus aussi bien qu'avant? Avez-vous une idée? Oui, l'argent. L'argent est venu troubler la fête, mais l'argent n'a pas réduit l'envie des organisations sportives, envie tout à fait compréhensible, de garder leur autonomie. Donc on commençait à avoir des tensions parce que d'une part les organisations sportives disaient nous on est autonomes, on fait ce qu'on veut, on vous donne les règles, vous les suivez, c'est très bien, vous faites des compétitions, si vous ne voulez pas suivre nos règles, vous ne faites pas de compétition et vous allez nager dans un étang. Et pour ces raisons-là, parce qu'il y a eu les premières étincelles, bon, il y a déjà eu en Suisse dans les années 50, on a commencé à avoir quelques petites jurisprudences, mais en général qui ont dit c'est les organisations sportives qui ont raison, mais c'était vraiment très très marginal. À partir de 1970, on voit les premières jurisprudences arriver qui reflètent ce problème. L'autonomie qui finalement se heurte à la volonté d'être protégé de sportifs contre les organisations sportives ou d'une organisation sportive par rapport à une autre. Et parmi les premières questions qui ont été tranchées par les tribunaux suisses, c'était une question de transfert de footballeurs du nom de Perroux, où M. Perroux a in fine eu raison, mais il lui a fallu 3 ou 4 années pour avoir raison, et à ce moment-là, il n'était plus très utile sur le marché sportif. Et puis, vous connaissez tous le fameux arrêt Bosman. Donc, dans le contexte de l'Union européenne, on a dû attendre 1995 pour avoir à peu près la même décision que la décision Perroux en Suisse, par rapport aussi à un transfert de joueurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Généralement,
les questions, qu'il s'agisse de transfert, qu'il s'agisse de contrat de travail, qu'il s'agisse de dopage, de suspension pour dopage ou de suspension parce qu'on a mordu l'oreille de l'arbitre, tout ça, ce sont des cas où l'association sportive, qu'elle soit petite ou grande, qu'il s'agisse de l'association qui organise les Jeux olympiques ou les championnats du monde, ou la petite association qui applique les règles. À chaque fois, le problème est le suivant. On a des règles, les règles sont appliquées, et le sportif ou l'association, l'association en face de celle qui a appliqué les règles, dit que ces droits légaux, les droits qui découlent de la loi, sont violés. Alors vous avez deux points de vue et il faut que quelqu'un tranche, bien entendu. Et là, normalement, quand vous avez un problème avec votre vendeur de voiture ou quand vous avez un problème avec votre bailleur, ou même un problème parce que quelqu'un vous est rentré dans le ski, vous allez devant le juge étatique. Et on a fait ce cheminement aussi dans les droits du sport. On a d'abord eu des cas devant la justice ordinaire, comme je l'ai mentionné, et on a fait un chemin de plus, on est allé plus loin, on est allé jusqu'à la justice arbitrale, et c'est là où on va joindre maintenant la deuxième partie de mon sujet, c'est-à-dire le CAS, le TAS, le tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral du sport a été fondé en 1984 déjà. Mais pendant de longues années, on ne savait même pas qu'il existe parce que, voilà, il somnolait. Les cas allaient tantôt devant la justice étatique, tantôt se réglaient autrement. Le tribunal arbitral du sport était relativement peu connu. Et je reviendrai à ma question. C'était aussi une question de connaissance et de reconnaissance. Est-ce que ce tribunal était reconnu par les personnes qui devraient l'utiliser? Alors, pourquoi est-ce que peut-être c'est un tribunal qui est peu connu? Qu'est-ce que c'est un tribunal arbitral? Ça s'appelle tribunal arbitral du sport. Alors, c'est un tribunal arbitral. Qu'est-ce que c'est un tribunal arbitral? Par rapport au tribunal étatique. C'est privé. C'est privé dans quel sens? C'est tout à fait correct, juste pour expliciter. Ok, alors on peut nommer les arbitres. Il n'y a pas de... Je m'excuse, qu'est-ce que vous avez dit? Il n'y a pas de... À la fin. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de... Ok, alors effectivement, qu'est-ce qui est de... Quand on dit privé, qu'est-ce que ça vous évoque de plus? Privé, ça veut dire quoi finalement? Pardon? Commercial? Les parties doivent être d'accord, oui. Voilà, tout à fait. Alors, je vous ai fait la liste. Il est constitué par les parties, donc sur une base volontaire, c'est ce qu'on a dit, avec des juges déterminés par les parties. Si vous regardez par rapport aux tribunaux étatiques, si vous êtes en litige avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de demander à votre partie adverse si vous pouvez aller devant le tribunal ou pas. Vous allez simplement déposer une plainte ou vous faites une action de droit civil. Ensuite, les juges, si vous allez devant les tribunaux étatiques, ce n'est pas à vous de déterminer le juge. Déjà, il n'y en a qu'un en général, à moins que vous ayez tué quelqu'un et vous arrivez devant la correctionnelle, mais en principe, il y a un juge qui s'occupe de votre dossier, ce n'est pas à vous de le choisir. Les juges
étatiques appliquent la loi étatique, c'est normal. C'est de ça qu'on parle, c'est leur base de compétences. Par rapport aux tribunaux arbitraux, donc on est dans un environnement où les règles qui sont appliquées, selon les règles selon lesquelles on va décider, sont les règles choisies par les parties. Cela peut être la législation étatique elle-même, mais ça peut aussi être des règles privées, comme les règles des associations sportives. Normalement, un tribunal arbitral est rapide et abordable. Ça, c'est ce qu'on espère. Les tribunaux étatiques ne sont pas forcément lents et chers, mais c'est vrai, en tout cas, quand on imagine la différence, c'est toujours quelque chose qui est invoqué. Et si vous allez devant les tribunaux ordinaires et vous n'êtes pas content de la décision du juge, vous faites recours. Et après, vous avez, pour la plupart des choses, vous avez encore un recours. En Suisse, vous avez en principe 2 possibilités de recours. En général, qu'il s'agisse d'arbitrage sportif ou d'arbitrage tout court, arbitrage commercial, il y a très très peu de recours. Très très limité la possibilité de faire recours si on n'aime pas la sentence, donc la décision. Donc, pourquoi est-ce qu'on recourt à l'arbitrage? Donc vous avez vu la liste, voilà, il faut être d'accord, on détermine son juge, le juge décide selon les règles qu'on a déterminées soi-même, c'est souvent plus rapide et moins cher, mais il n'y a pas de recours. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait choisi le recours à l'arbitrage? Parce qu'on peut déterminer les règles. Voilà, on peut déjà déterminer les règles. Donc, si on revient maintenant dans le giron du monde sportif, quelles sont les règles qu'on aimerait appliquer? Les règles du sport, voilà. Donc, si vous dites « j'aimerais bien appliquer les règles du sport », vous parlez plutôt du point de vue de l'organisation sportive donc qui a déjà voulu appliquer ces règles, ou du point de vue de la personne ou de l'autre organisation qui conteste la validité de ces règles. C'est plutôt l'organisation qui veut appliquer ces règles qui va demander à ce qu'on fasse un tribunal arbitral. La raison pourquoi les organisations sportives voulaient recourir à l'arbitrage, c'est qu'ils voulaient se rendre indépendantes, ils voulaient rendre le sport indépendant des tribunaux étatiques et préserver donc l'autonomie du sport. Comme vous avez dit, on veut appliquer ces règles. On a donc établi ce tribunal arbitral du sport avec un premier statut et règlement en 1984. En 1995, il y a une convention à Paris qui menait à qui a revu la situation et qui a, in fine, qui a d'abord appliqué, donc entériné un nouveau code de 1994 qui a été révisé en 2004. Si vous voulez voir un peu plus sur le CAS et le TAS, la structure que je ne vais pas vous présenter ici, vous avez sur les slides l'URL. Alors la structure, j'ai dit je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une cour, là, le tribunal arbitral du sport à Lausanne, il y a 2 bureaux externes, qui sont à Sydney, à Denver, et il y a, pour chaque Jeux olympiques, il y a les chambres ad hoc. Donc vous avez finalement partout dans le monde, à tout moment, la possibilité de recourir
à l'arbitrage qui est donc que vous pouvez utiliser, que fournit le tribunal arbitral du sport. Et on a vu qu'il était beaucoup utilisé. Alors initialement, on a dit qu'il y avait relativement un calme relatif. Et après, quand le tribunal arbitral du sport a commencé dans les années 90, on a eu beaucoup de cas de dopage de chevaux. Beaucoup de chevaux. Pourquoi pensez-vous qu'on a eu tellement de cas de dopage de chevaux et pratiquement rien d'autre au début? Parce que les règles de la fédération équestrienne ont réglé que le dopage est prohibitif. On ne doit pas faire le dopage des chevaux et c'est pourquoi il y avait beaucoup de gens qui ont allé à la cour. Donc, si je vous comprends bien, parce qu'il y avait des règles anti-dopage pour les chevaux, il y avait déjà des règles anti-dopage aussi pour les humains. Oui. C'était la reconnaissance. Parce que, si vous vous rappelez, on a dit, à un tribunal privé, on ne peut pas forcer quelqu'un d'aller devant un tribunal privé. Alors, dans un premier temps, il fallait déjà que l'organisation sportive qui veut que tout le monde fasse recours à l'arbitrage via le TAS, le reconnaisse. Parce que sinon, on ne peut pas aller devant ce tribunal, on ne peut pas le constituer. Alors effectivement, dans un premier temps, c'était la FEI qui était la seule à avoir reconnu le tribunal arbitral du sport. Et du coup, on a pu porter des litiges devant le TAS. Après, petit à petit, les autres, les grandes fédérations et puis la quasi-totalité ont reconnu le tribunal arbitral du sport. Et aujourd'hui, vous voyez devant le tribunal arbitral du sport un nombre impressionnant de cas chaque année qui parlent aussi de qualification, des licences, de contrats de travail, des contrats de retransmission, donc contrats TV, les contrats et les questions concernant la propriété intellectuelle, ce qu'on veut. Et je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, le cas qui a été tranché par le tribunal arbitral du sport ne peut pas être, on ne peut pas recourir contre cette décision qui s'appelle une sentence, sauf pour des causes extrêmement sévères devant le tribunal fédéral suisse. Si je vous ai dit tout à l'heure, si je vous ai montré qu'on a des bureaux décentralisés à Sydney, à Denver, et surtout qu'on a des chambres ad hoc lors de chaque jeu olympique, au lieu même des Jeux olympiques, il faut que j'ajoute quelque chose. C'est que en amont des Jeux olympiques, il y a toujours des discussions, des négociations avec les autorités du pays concerné pour dire que c'est vrai, nous allons avoir une chambre du TAS chez vous, à Salt Lake City, à Pékin, peu importe, mais attention, du point de vue légal, nous insistons que vous reconnaissiez, donc le pays dans lequel on se trouve, que cette sentence est rendue par un tribunal suisse en Suisse. Parce que ça n'est qu'un espèce de satellite. Et du coup, même les décisions rendues pendant les Jeux olympiques en Australie, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, seront susceptibles d'un recours uniquement devant le tribunal fédéral suisse à Lausanne. Voilà pour la situation. Maintenant, pour terminer ma petite promenade à travers donc, le CEO et le tribunal arbitral du sport, j'aimerais juste revenir au titre de la conférence telle que je l'ai vue, de l'administration à la gouvernance. Une chose est de mettre quelque chose sur pied, de structurer, de mettre à disposition, et l'autre, après, c'est d'avoir la bonne gouvernance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que le sport a amélioré sa gouvernance par le biais du TAS
enfin du TAS ou du CAS, en anglais du CAS. Est-ce que ce qu'on a fait, est-ce que le travail du judiciaire du CAS a rendu la situation satisfaisante? Alors, je vous ai cité 2-3 jurisprudences qui ont jalonné un peu le cheminement du monde du sport par rapport aux questions juridiques. Le tout dernier, c'est le cas Claudia Pechstein à Munich. Et je ne vais pas vous détailler le cas en tant que tel, mais le cas a été porté devant des tribunaux allemands. Donc quelqu'un n'a pas accepté, malgré le fait qu'il y avait une sentence du TAS, de recourir uniquement au tribunal fédéral suisse. Cette personne est allée devant le tribunal de Munich et a eu, pour l'instant, gain de cause. J'aimerais juste vous présenter les doléances qui ont été élevées pour vous fournir de la matière à réflexion. Le tribunal munichois a souligné que le consentement à l'arbitrage de passer devant un tribunal privé n'a pas toujours l'air d'être acquis de manière volontaire. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, qui c'est qui a intérêt à ce que les règles soient appliquées telles quelles? Ce sont les associations sportives. Si maintenant on oblige par ces mêmes règles l'athlète ou celui qui n'est pas d'accord avec les règles de passer devant un tribunal privé, ça n'est pas de la très bonne gouvernance, très franchement. Donc, il y a un problème là. Cette problématique a déjà été soulevée de maintes fois aussi en Suisse. Ensuite, un deuxième problème qui a été soulevé devant les tribunaux suisses également et où le TAS a réagi, mais peut-être pas suffisamment. Quand un tribunal se constitue donc quand le TAS entre en opération, il y a chacune des parties qui va désigner son arbitre, une personne en principe, et les deux arbitres vont désigner un surarbitre. Et ce panel de 3 juges, de 3 arbitres, vont rendre la décision. C'est clair que chaque partie veut nommer un arbitre qui soit favorable à sa cause. On ne va pas choisir un juge qui n'est pas favorable à ma cause tout de suite. Donc, le problème qu'on a avec le TAS actuellement, c'est qu'il y a 275 personnes sur la liste du TAS, donc où le TAS a réagi à une critique du tribunal fédéral. Ils étaient 160 au début. Mais c'est toujours 275 arbitres qui sont nommés surtout par les organisations sportives et puis pour le reste indirectement aussi par ce canal-là. Il n'y a donc pas de choix libre pour la personne qui conteste les règles de l'arbitre de son choix. Un arbitre dans lequel elle aurait peut-être plus confiance que dans les arbitres sur la liste constitués par les organisations sportives. Cela montre, et le tribunal munichois l'a dit, le tribunal fédéral suisse l'a aussi dit, mais pour l'instant n'a pas cassé les décisions du TAS pour cette raison-là, que l'influence des organisations sportives est encore trop grande. On n'est pas dans un véritable équilibre. Si vous avez un arbitrage commercial, c'est ce qui est classique, vous avez 2 parties, chacun nomme un arbitre, probablement très souvent des avocats, mais chacun évidemment va venir avec un avocat de confiance et toute première force, et après les 2 avocats vont aussi choisir un surarbitre, mais on n'a pas cette influence de l'un sur l'autre ou de l'un sur la constitution du panel. Alors que dans les affaires sportives, où vous avez l'organisation sportive concernée est souvent face à un athlète qui ne connaît pas bien
les questions qui se posent, les questions juridiques qui se posent aussi. Il est donc un petit peu écrasé par l'influence de l'organisation sportive. Les tribunaux étatiques mènent en règle générale des audiences publiques, ce qui n'est pas le cas, et il y a ensuite publicité de la décision, ce qui n'est pas forcément le cas pour le TAS. Les règles qui sont appliquées sont les règles sportives, les règles des organisations sportives. En soi, ça ne pose pas forcément un problème. Le problème que nous avons, et il est inhérent à l'arbitrage, c'est que chaque panel est différent. Vous avez un panel constitué comme ci, un autre panel constitué comme cela, et puisque les règles changent aussi d'un sport à l'autre, on n'a pas la même homogénéité que pour les règles étatiques. Et finalement, la révision très limitée devant le tribunal fédéral suisse est vraiment un gros problème parce que la partie qui est la partie faible dans de nombreux litiges se sent vraiment pas protégée. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre intérêt, de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et merci pour avoir tenu l'horaire. Donc on a encore vraiment le temps pour des questions, quelques questions, avant de faire une pause et d'enchaîner pour les 2 dernières présentations. Le TAS est très connu, mais souvent sa procédure et tous les détails sont moins connus. Vous avez une experte ici. Je crois qu'il y a aussi des gens du TAS dans la salle, donc s'ils veulent réagir, c'est aussi possible. Oui. Non, le TAS se donne une énorme peine, mais il y a quelques problèmes de base qu'on a touchés là, qui ne sont pas du ressort, qui ne touchent pas à la procédure en soi. Oui. Est-ce que vous avez formé une conclusion sur la décision à date chez Pechstein? Est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions de la Cour à Munich? Alors, si vous voulez, ça fait très longtemps que je dis ce que le tribunal de Munich a souligné, tout en étant d'accord que le tribunal arbitral du sport a fait un grand effort sur les 20 dernières années pour améliorer la procédure, pour mener des procédures correctes, mais c'est un tout petit peu comme avec les banques et avec pas mal d'autres choses, l'autorégulation a ses limites. Et ce qu'a dit le tribunal de Munich est juste. L'athlète, surtout quand on parle des cas des athlètes contre leur fédération, contre leur association, les athlètes n'ont pas le choix vraiment de ne pas signer la clause arbitrale parce qu'on va leur dire, mais dans ce cas-là, tu ne concours pas, tu ne peux pas entrer dans la compétition. Ça n'est pas l'esprit de l'arbitrage. C'est dommage. À mon avis, on peut aussi bien laisser les gens aller devant les tribunaux étatiques et apprendre de ce qui est dit par la justice étatique, qui a dû aussi entendre avant le sport maintes autres domaines, le droit du travail, prenez les cas des licences. Il y a énormément de cas où la justice doit peser les intérêts en cause. Deuxième chose, la liste, elle est toujours fermée. La liste des arbitres est toujours fermée. Ça fait longtemps que je dis pourquoi est-ce qu'on a peur de laisser l'athlète choisir son arbitre librement. Et il va au TAS et dans le panel des 3, il décide. Il n'est pas après tenu à représenter l'athlète en tant que tel. Ce n'est pas l'avocat de l'athlète, l'arbitre de l'athlète. La même chose, je pense que, pour ne citer qu'un troisième point, j'ai toujours été critique par rapport au tribunal fédéral par rapport à ça, parce que si on a l'arbitrage commercial, vous prenez 2 grandes sociétés, l'une en Suisse et l'autre en France. Il y avait des cas de
de vente de je ne sais pas quel matériel, de Gripen et autre chose. Là, c'est normal que le recours aux instances étatiques soit restreint. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là ont des armées de juristes à leur disposition, à leur service. Ils peuvent donc s'assurer d'être bien défendus, de choisir bien leur arbitre, de même entrer dans un processus arbitral seulement si cela leur convient au moment de la conclusion de l'accord. Comme je vois et j'ai lu de nombreuses jurisprudences bien sûr là-dessus, si on regarde l'athlète surtout, dans les litiges donc entre athlètes et organisations sportives, l'athlète ne sait pas ce qu'il fait. L'athlète il a sacrifié de longues années de sa vie, sa famille aussi, pour arriver à un certain niveau. Ce n'est pas lui qui va dire non, je ne vais pas devant l'arbitrage et tant pis, je ne vais pas faire la compétition. Il ne sait pas non plus ce qu'il fait exactement quand il rentre dans l'arbitrage. Combien d'athlètes ont pensé qu'ils pouvaient aller devant les tribunaux par la suite? Donc je pense que là, pour être équitable, le tribunal fédéral pourrait être plus critique et aider le TAS à améliorer les quelques points qui restent à améliorer. Parce que comme j'ai dit, la procédure, elle est très bien menée, mais pour certaines choses, l'application du principe de la proportionnalité, notamment, et 2-3 autres choses, le tribunal fédéral pourrait aider et on aurait là un très bon instrument pour rapidement évacuer des problèmes lorsqu'il y a des compétitions, mais rester quand même rester quand même équitable par rapport à toutes les parties. Donc, je suis relativement d'accord avec ce qu'a dit le tribunal de Munich. Mais ça va en appel maintenant et ça n'est pas sûr que ce sera confirmé. Donc le débat va continuer pendant la pause, je crois que ça sera le mieux parce que bien sûr il y a différents points de vue.